looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win kissing. If you want time, never just let me know. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Avec vous, Amal Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Je vais juste m'assurer qu'on a ouvert les micros et les caméras de nos invités. Bonjour. 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 Bonjour, Amal, ça va bien? Oui, là, je t'entends bien, là. C'est ça, fait que je voulais juste dire bonjour à tout le monde. Avec vous, Amal Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais, une agence de placement et de formation du domaine dentaire. Sans oublier que l'agence organise le Congrès dentaire de l'Outaouais, le plus grand événement dentaire dans la région ici. Ce rassemblement réunit annuellement un peu plus de 450 professionnels dentaires du Québec et de l'Ontario. Cette année, et à cause de la pandémie, comme vous le savez, le comité scientifique et le comité organisateur ont pris la décision de reporter la date de l'événement pour les 12-13 novembre 2021.
Je souhaite de tout mon cœur que la pandémie sera derrière nous et qu'on pourra se rassembler à nouveau l'année prochaine. Les Facebook Live font partie des activités de l'Agence dentaire de l'Outaouais, qui ont une mission de traiter et de parler de tous les enjeux de notre profession. Je vous demande donc d'aimer et de partager le live d'aujourd'hui, puisque j'invite deux experts du domaine des ressources humaines d'Essia, Madame Isabelle Lefebvre et Madame Julie Farmer, qui vont nous parler de tous les enjeux de la pandémie vécue par les cliniques dentaires et surtout les impacts de la rareté de la main-d'œuvre dans notre domaine. Alors, bonjour Julie, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, oui, c'est ça, je vais me présenter. Donc, Isabelle Lefebvre, directrice principale pour Essia dans le service, en fait, je suis en charge du service d'experts conseil et capital humain. Et Essia, en fait, qui est un cabinet d'experts conseils. Donc, autant on a le volet comptable, fiscalité, juridique, au niveau de l'administration et corporatif, ainsi que de services de capital humain et services conseils. Et on a environ, parmi nos clients, environ 500 cliniques dentaires, donc partout au Québec. Ce qui en fait quand même notre spécialité et on est fiers de desservir. Excellent. Je vais vous laisser vous présenter, Julie. Oui, donc conseillère senior dans l'équipe d'Isabelle Lefebvre. Puis, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos clients qui sont majoritairement les cliniques dentaires, comme Isabelle l'a dit, dans leurs défis quotidiens au niveau des ressources humaines. Puis, ça peut être aussi des défis sur le long terme. Donc, par exemple, faire des manuels employés, faire du coaching. On aide aussi les gestionnaires et les propriétaires dans les évaluations de performance, le recrutement, etc. Donc, c'est grosso modo là, ce à quoi on touche. Excellent, excellent. Bien, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager un sujet vraiment d'actualité. Puis surtout, que la crise de la COVID, qu'est-ce que nous a vraiment fait vivre l'impact. C'est une situation vraiment exceptionnelle qui se doit être gérée en sortant des sentiers battus. Qu'avez-vous pu observer par rapport au marché de l'emploi depuis le début de la pandémie? En fait, effectivement, c'est toute une situation qu'on espérera ne pas revivre trop souvent. Déjà, avant la COVID, déjà, on était en contexte quand même déjà difficile au niveau du recrutement. Déjà, il y avait une certaine pénurie qui était sur les lèvres de tout le monde, en fait, et tous les domaines confondus. Depuis la pandémie, en fait, ça ne s'est pas nécessairement amélioré et au contraire. Et pourtant, c'est spécial parce que pendant la pandémie, on s'était peut-être dit que, bon, il y aurait peut-être plus de disponibilité par la suite parce que certains emplois seraient peut-être coupés là, ou que licenciés, là, une mise à pied permanente. Finalement, non, tant mieux, les cliniques en sont bien sorties à ce niveau-là. Mais malgré tout, on a encore plus de pénurie. Et le pourquoi est assez simple, je crois. Les cliniques s'en sont bien sorties parce que c'est un domaine essentiel. Les patients ont quand même voulu venir, chose qu'on ne savait pas non plus ce qui allait arriver. Finalement, les patients veulent revenir, très peu veulent attendre. Et finalement, ben, on a beaucoup d'immunosupprimés. On a des gens qui ont décidé de rester à la maison, soit avec les enfants parce qu'il n'y avait pas de camp de jour, soit avec l'école au départ. Ça a été toute une tornade qui a fait en sorte que le marché de l'emploi n'est pas devenu plus généreux. Et même, il y en a même pendant la COVID là, qu'on a pu suivre, là, que des gens qui se sont même réorientés dans d'autres domaines. Donc, ça aussi, c'est vraiment pas la période la plus facile là, en ce moment. Et on le vit sur plein d'aspects là, au niveau des demandes des employés. C'est parfait. Moi, je vais demander à toutes les personnes qui nous écoutent présentement de aimer et de partager et aussi de commenter, de poser vos questions. C'est vraiment le temps de faire ça, surtout qu'on a deux experts des ressources humaines. Alors, si vous avez vraiment des questions, elles sont là pour vous, pour répondre à toutes les questions possibles. Que se passe-t-il présentement, Isabelle, par rapport au salaire des employés dans les cliniques dentaires? Oui, bien, c'est sûr que c'est un des points, justement, qui est
pas mal demandé au niveau directement par les employés, là, étant donné la pénurie. Je pense que c'est sûr qu'ils se font convoiter un peu partout. Ils entendent beaucoup de choses sur les salaires qui sont donnés ici à gauche et à droite. En fait, ce qu'on peut quand même voir au niveau de l'échelle salariale, parce que j'ai eu beaucoup la question dernièrement au niveau de nos clients, je dirais que dans les dernières années, là, on voyait déjà une certaine augmentation au niveau des salaires et la COVID a vraiment eu un impact très important sur cette question et les salaires et à combien maintenant une échelle peut partir. Et j'avoue que ça l'a dû jouer parce que certains employeurs ont dû accepter certaines conditions, même de gens sortant de l'école. Donc oui, quand on regarde le marché des salaires, puis quand on fait nos études de marché par région, on voit déjà un certain mouvement. Malgré tout, c'est sûr que on encourage nos clients à ne pas céder à toute demande parce qu'en même temps, vous influencez le marché de votre région. Donc, si tout le monde va dans cette lignée-là, ben c'est qu'à un moment donné, on va se rendre dans des salaires qui ont plus de bon sens. Donc, on encourage quand même les gens d'être quand même réalistes aussi, malgré tout, puisqu'on est tous dans la même situation. Qu'est-ce que ça sera dans le temps? Est-ce que ça se stabilisera? Je supposerais que oui. Le marché faisant ça, tout dépendant c'est toujours avec la rareté de main-d'œuvre. Et on est vraiment, là, on parle vraiment d'un contexte de clinique parce que pour d'autres professions, ce n'est pas le cas parce qu'au contraire, il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi et au contraire, sont prêts à accepter des salaires plus bas. En ce moment, c'est juste que les cliniques ne l'ont pas facile à ce niveau-là. Excellent. J'ai un commentaire ici là, de notre présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires qu'elle dit que la Fédération va publier sa nouvelle étude sur les conditions salariales le 3 octobre 2020 lors de son colloque en ligne. Présentation gratuite disponible pour tous. Alors, ça, c'est vraiment intéressant à savoir. Absolument. Non, on n'a jamais assez de données. C'est toujours intéressant. Nous aussi, c'est sûr que ayant tout le volet comptable de nos 500 cliniques aussi, on est assez bien placés pour voir toutes les rémunérations de toutes nos cliniques à chaque fois qu'on fait les états financiers. Fait que ça nous donne aussi une bonne étude de marché, mais tant mieux, plus que de sources, je pense, le mieux qu'on se situe. Excellent. Fait que moi, je vais encore encourager les gens qui nous écoutent de partager ce live et de commenter. C'est parce que le sujet, vraiment, c'est un sujet que toutes les cliniques dentaires est touchée par ce sujet-là, par la pénurie de main-d'œuvre. On le voit vraiment, on voit toutes les demandes, la quantité de demandes sur les réseaux sociaux, puis la rareté de la main-d'œuvre, puis aussi la rareté du personnel qualifié. Fait que c'est très, très ressenti. Ouais. Que doivent vraiment faire les cliniques avec l'augmentation salariale qui était prévue entre mars 2020 et maintenant? Oui, je vais y aller pour cette question-là. En fait, c'est certain que c'est un sujet qui est très sensible. Les augmentations salariales, c'est quelque chose qui est très, très important, autant pour les employés que les employeurs. La stratégie par rapport à ça, c'est sûr que ça évolue au fur et à mesure que la situation de la COVID change. C'est certain que durant la COVID, quand les cliniques ont fermé, Escient a suggéré à ses clients de mettre ça sur la glace, donc de temporairement pas faire les augmentations salariales si ça avait lieu au mois de février, mars, avril. C'est sûr que dernièrement, on a vu qu'en juin, les cliniques ont réouvert. Il y a eu plus de rendez-vous, ça l'a repris à un petit train, en fait, parce qu'on n'avait pas nécessairement tous les équipements ou toute la main-d'œuvre de disponible. Ce qu'on constate actuellement pour le mois d'août, c'est que les horaires sont pleins, puis là, vraiment, ça roule, ça commence à beaucoup mieux aller. Donc, on pourrait être porté à, oui, réévaluer les augmentations salariales. Il n'y a pas de recette gagnante. Peut-être de faire une stratégie, ça pourrait être de faire une évaluation à mi-chemin, donc faire la moitié de ce qu'on aurait fait normalement, puis de faire le reste dans quelques mois. Chose certaine, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague, donc on ne sait pas à l'automne qu'est-ce qui va arriver. On est beaucoup mieux équipé, puis on est préparé aussi pour ça, donc possiblement qu'il n'y aura pas de fermeture ou que ce ne sera pas aussi pire que le mois de mars qu'on a vécu. Mais c'est sûr que c'est sensible, puis c'est certain que les cliniques, là, à travers tout ça, il aurait pu carrément baisser les salaires des employés, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on n'a pas privilégié parce que c'est quelque chose qui est très, très démotivant pour les employés. On a demandé aux propriétaires puis aux employeurs d'être empathiques envers les employés puis de penser à tout ça.
Mais d'un autre côté, il faut aussi que les employés sachent que la masse salariale a augmenté, les coûts des équipements aussi, ça a augmenté. Donc, la profitabilité aussi, elle a baissé parce qu'on a fermé pendant près de 3 mois. Donc, je pense qu'une situation gagnante-gagnante, c'est de justement d'avoir mis ça sur la glace et de se dire, ben au moins, on conserve les emplois de tout le monde. Puis, on évolue, on y va au fur et à mesure que la situation, elle évolue. OK, OK, parfait. Ben, c'est sûr et certain, juste le fait d'aller voir ton employé puis tu lui dis, je vais diminuer ton salaire, c'est un petit peu choquant, surtout après tout ce qu'on a passé avec la crise. C'est difficile, mais quand même, le gouvernement, il a aidé un peu, là. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus sur l'aide du gouvernement? Au niveau de l'employeur, c'est sûr que oui, il y en a eu un petit peu, mais en même temps, n'oublions pas qu'il y a eu surtout sous forme de prêt. Donc, il y a quand même un remboursement à faire. Quoique, c'est le 40 000 qu'on parle, là, donc il y avait un 10 000 à ce moment-là qui restait. N'oubliez pas quand même que la clinique a quand même été fermée, donc il n'y avait quand même pas de revenus qui rentraient pendant tout ce temps-là. N'oubliez pas non plus que ça a coûté beaucoup plus cher de s'équiper pour pouvoir faire en sorte que les gens ne restent pas sur l'assurance emploi, mais bien retournent au travail, parce qu'autrement, une clinique aurait pu, elle aussi, décider de ne pas réouvrir tant et aussi longtemps que les normes allaient être comme ça. Au contraire, ils ont voulu faire en sorte que le marché de l'emploi parte. Ceci dit, je pense qu'il n'y a pas de beau scénario là, dans ce qui se passe. C'est pas tant qu'on est juste du côté des cliniques, c'est pas tant non plus qu'on est juste du côté des employés. Ce serait très facile de regarder qu'un seul côté. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble et que tout le monde mange ses bas en ce moment, là, selon l'expression. Là. Mais je pense que c'est difficile pour tout le monde. Et ça dépend vraiment de chaque clinique. Je pense que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Certaines cliniques, tant mieux, ont des bons moyens, n'ont plus de marge de crédit, etc. Alors qu'il y en a d'autres que c'est des nouveaux acheteurs qui ont tout acheté à dette, que ça leur a coûté encore plus cher, que même le retour est sur crédit, etc. Et je ne dis pas que les employés, ce n'est pas ça aussi. Là. Je dis juste qu'il faut quand même regarder, je pense, dans l'ensemble de la situation de la totalité là, telle qu'elle est. Là. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'investissements pour le retour. Les cliniques dentaires, ils ont investi tellement dans les mesures de prévention. Puis là, après ça, c'était vraiment le souci de remplir les horaires. Mais là, on arrive pour la main-d'œuvre et on ne trouve pas. Alors, c'est vraiment très, très, très préoccupant. Mais j'aimerais ça aussi savoir, selon votre expérience et selon qu'est-ce que vous voyez dans le cadre de votre travail, quelles sont les préoccupations que les employés vivent actuellement dans les cliniques dentaires? Oui, bien, c'est clair qu'au départ, les préoccupations étaient beaucoup centrées sur soi. Fait que c'était qu'est-ce qui va arriver avec mon poste, qu'est-ce qui va arriver avec mon horaire, qu'est-ce qui va arriver avec mon salaire, ma rémunération, etc. Puis au fur et à mesure, les préoccupations se sont transformées plus vers, OK, les changements qui sont implantés dans la clinique, l'expérimentation, parce qu'il y a plein de choses à penser, à ajouter qui n'étaient pas nécessairement dans les protocoles avant, donc il faut s'ajuster en continu, il y a tout le temps du nouveau. Aussi sur la collaboration, parce qu'en contexte de crise, ben c'est là où il faut vraiment travailler en équipe, avec des préoccupations par rapport à la collaboration entre collègues, etc. C'est sûr qu'on l'a soulevé aussi tout à l'heure, là, une des principales préoccupations des employés, c'est le salaire, donc leur augmentation salariale, leur rémunération. Bien que la plupart, ça a été mis sur la glace, ben, ils ont raison de se dire que le coût de la vie, lui, il continue d'augmenter. Donc ça, c'est une préoccupation. Il y a aussi les horaires de travail. Donc, les horaires de travail ont été beaucoup chamboulés à travers tout ça. Il y en a qui ont fait plus de soirs, qui ont pris plus d'heures, etc. Donc, les gens, je pense, qui ont hâte à un retour à la normale, retrouver la routine, l'horaire régulier. Il y a aussi des préoccupations par rapport à qu'est-ce qui s'en vient, je crois. Donc, on a peur de, pas que ça réarrive, mais on veut juste s'assurer qu'on connaît c'est quoi le plan d'action de la clinique. On veut s'assurer que la communication est transparente dans la clinique, vers où on s'en va. Donc, juste de garder une communication aussi avec les employés, c'est important. Puis, en fait, ce qu'on a constaté aussi dans les cliniques, c'était beaucoup au niveau de la tâche et des opérations. Exemple, au secrétariat, il y a eu un boulot d'étranglement qui a eu lieu avec toutes les nouvelles procédures, les formulaires, etc. Donc, il y avait beaucoup de stress. Il y avait des patients de mars qui n'ont pas encore été recédulés parce qu'il y a trop d'appels, les gens veulent venir, les plages horaires qui sont inconnues.
Donc, il y a les préoccupations, grosso modo, c'est pas mal ça qu'on constate. Puis, il y a aussi eu la conciliation travail-vie personnelle qui avait lieu pas mal quand les écoles ont fermé, les garderies, les camps de jour, il n'y avait plus de place. Là, ça semble s'être replacé un peu. Puis, on dit que l'école va réouvrir tout ça, mais ce serait quelque chose à garder en tête aussi si jamais il y a des changements à venir avec l'école pour tous ceux qui ont des jeunes enfants. Oui. Alors, c'est quoi exactement les mesures qu'il faut mettre en place pour prendre le pouls des préoccupations des équipes et sur une base régulière pour diminuer le stress? C'est quoi vraiment les mesures qu'on devrait placer? En fait, les mesures à prendre en place, je crois que c'est vraiment la communication. Donc, pour prendre le pouls de son équipe, puis gérer le stress, il faut aller au-devant, puis poser des questions à ses employés. Donc, une des questions était aussi comment prendre le pouls, puis gérer les préoccupations. Mais faites des rencontres individuelles, faites des rencontres d'équipe dans vos briefings le matin ou de fin de journée, là, dépendamment de comment vous fonctionnez. Poser des questions, comment ça va, est-ce que ça va bien été, y a-t-il des ajustements à faire, y a-t-il des écarts, des problèmes pour que ça se règle au continu. Puis c'est ça, dans le fond, c'est pas un jeu non plus de deviner ou faut pas présumer, savoir c'est quoi les besoins des employés ou leurs préoccupations, mais carrément poser les questions. Excellent. Mais dans des cas où est-ce que il y a des décisions que le dentiste doit prendre de rajouter comme une autre salle ou de rajouter une nouvelle technologie dans ces circonstances-là, amène quand même un stress. Alors, comment on peut vraiment introduire des changements facilement à une équipe, là? En fait, tu sais, les bons principes de la gestion du changement, là, c'est s'assurer qu'on répond aux besoins de nos employés. Fait qu'il y a des employés qui ont besoin d'être informés, il y en a qui ont besoin d'être rassurés, il y en a d'autres, ça va être d'être impliqués, ces personnes-là, dans le changement pour qu'ils embarquent, puis il y en a d'autres que ça va être l'expérimentation, etc. Fait que vraiment, pour s'assurer qu'on mobilise nos employés, pour s'assurer qu'on réponde à leurs besoins. Fait qu'encore une fois, ça revient à faire la gestion de proximité, d'être là sur le terrain avec eux, de poser des questions, d'être présent, puis s'assurer qu'on leur donne les bons outils aussi. Donc, on les forme, qu'on leur fait du coaching, du shadowing, qu'on leur donne tous les outils nécessaires pour qu'ils apprennent aussi à évoluer avec leurs nouvelles tâches, puis leurs nouvelles responsabilités. Excellent. Encore une fois, je vais faire un petit rappel à toutes les personnes qui nous écoutent de partager ce live parce que vraiment, c'est un sujet qui touche toutes les cliniques dentaires. Puis ça touche aussi les équipes dentaires, donc ça vaut la peine de partager. Puis je leur demande aussi de poser leurs questions parce que là, nos deux experts sont là pour répondre à toutes vos questions et préoccupations. J'ai Julie Gagné ici, un petit témoignage qui dit « Être à l'écoute de ses employés est la clé ». Puis c'est vrai, définitivement. Parce que je ne vous cache pas qu'après la crise et le retour, ça nous a amené à faire beaucoup, beaucoup de changements dans les cliniques dentaires. Puis il y a des employés qui n'étaient vraiment pas prêts mentalement. Puis ça a créé vraiment beaucoup de pression sur les épaules. Puis ce qui s'est passé, c'est que il y a eu vraiment soit des burn-out, des congés de maladie, des démissions. Tout simplement, la personne a décidé de démissionner puis de partir. Alors, c'est vraiment un stress ressenti. Avez-vous vraiment vu ça aussi dans votre quotidien puisque vous avez quand même plusieurs cliniques dentaires? Parce que dans l'Outaouais ici, là, ça a été ressenti. Oui, c'est vraiment ce qu'on voit beaucoup, là, c'est exactement ça. C'est qu'il y a beaucoup d'épuisement, je crois, parce que comme je le disais tantôt, au niveau des tâches, là, c'est vraiment quelque chose. Là. Le secrétariat, entre autres, je trouve, a vraiment écopé. Ça a été la même chose pour les assistantes, pour les hygiénistes. Les erreurs que j'ai vues dans les cliniques, là, c'était justement de couper toutes les rencontres pour avoir plus de temps avec les patients, peut-être sauver un peu de masse salariale, mais c'est totalement la pire des décisions selon moi. Au contraire, en temps de crise, c'est le contraire. On communique le plus qu'on peut, communiquer. Rencontre le matin, rencontre de soir, rencontre de midi, rencontre hebdomadaire. Vraiment, tantôt, la personne qui a mentionné être à l'écoute, je suis 100% d'accord avec ça.
Et dans tout ça aussi, je crois qu'il ne faut pas oublier toute la reconnaissance. C'est encourageant d'avoir de la reconnaissance. C'est encourageant de se faire dire merci pour l'effort qu'on a mis aujourd'hui parce que vraiment, ils en donnent de l'effort, les employés. Il faut vraiment le reconnaître. S'assurer de ne pas couper sur les dépenses. Ce que je veux dire par là, c'est pas le temps d'être cheap sur un masque. Là. C'est pas le temps de... Là, les employés se donnent à 100%, sont épuisés, ils s'en vont chez eux, ils pleurent peut-être dans leur auto parce que ça a mal été, parce qu'ils sont découragés de la situation, peut-être même qu'il n'y a pas assez d'employés, donc c'est ceux qui restent qui écopent de la charge de travail pendant que vous cherchez des employés parce qu'il y a une pénurie. Je pense que c'est vraiment l'occasion de faire toute la différence pour qu'ils continuent à rester encouragés. Comme tu disais, Amal, pour pas qu'ils se tombent en burn-out, pour pas qu'ils démissionnent, de s'assurer aussi c'est ça, de les considérer dans tout ça, de ne pas rentrer non plus dans les inéquités, parce que ça aussi, ça peut faire en sorte de fâcher les gens. Donc, si jamais il y en a certaines qui veulent certaines choses que vous ne donnez pas aux autres, bien, c'est peut-être pas le temps de le faire, là, de laisser des gens sur la PCU intentionnellement, avec une mise à pied, alors qu'on a rappelé les choses juste parce qu'elle nous a menacé peut-être de démissionner. Bien, non, c'est pas le temps de faire ça, parce que les autres aussi, peut-être, auraient voulu rester chez eux avec la PCU. J'en ai aucune idée, mais c'est pas le temps de faire des traitements différents, c'est le temps d'inclure tout le monde, d'être près de ces gens, puis de s'assurer d'être généreux aussi, malgré tout, dans tout ça, parce que on va rattraper par la suite, là, mais c'est pas le temps de couper. Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas se le cacher, là, la pandémie a obligé certaines cliniques dentaires à effectuer des mises à pied temporaires. Comment nourrir les liens d'emploi malgré les mises à pied temporaires pour ne pas perdre nos employés? Oui, bien malheureusement, effectivement, c'était le cas durant la période de la COVID, quand les cliniques ont fermé. On a eu beaucoup de mises à pied, mais là, on le voit de moins en moins, en fait. On voit que c'est plutôt une pénurie. Donc, les cliniques ont rappelé pas mal tous les gens qui étaient mis à pied, même qu'on est à la recherche de personnel compétent. Par contre, on a vu plein de belles choses, en fait, qui se sont passées là, pendant les fermetures des cliniques. Des propriétaires, des gestionnaires qui ont réussi d'entretenir la relation avec les employés, que ce soit par des rencontres Zoom, comme on fait en ce moment, hebdomadaires. Il y en a qui faisaient des entraînements, que ce soit, il y en a qui ont appelé les employés de façon hebdomadaire. Tous les propriétaires appelaient leurs employés, prenaient des nouvelles. Il y en a qui ont des groupes Facebook, qui s'écrivaient des messages, qui se tenaient au courant. Fait que vraiment, toutes les façons sont bonnes. Il fallait être créatif, mais oui, c'était possible d'entretenir les liens. Puis je pense que c'est ça aussi qui faisait en sorte qu'on pouvait garder un esprit d'équipe puis que le retour au travail allait être plus fluide puis plus léger aussi d'avoir gardé contact avec ses employés. Excellent. Excellent à savoir. Moi, là, j'aimerais juste demander à toutes les personnes qui nous suivent s'ils sont d'accord avec tout ce qu'on dit ou ils ont vraiment des commentaires ou d'autres vraiment points de vue, n'hésitez surtout pas à nous les partager avec nous. Là, on va pouvoir discuter davantage avec nos experts. Alors, on a parlé vraiment de ce qu'il ne faut pas faire pour les mises à pied temporaires, mais les erreurs, quelles sont les erreurs à ne pas faire en tant qu'employeur dans le contexte de la pandémie? C'est un peu ce que je mentionnais tantôt. Je pense que définitivement, premièrement, pas se mettre dans le pétrin en avantageant certaines personnes versus d'autres. Je pense que encore une fois, ça revient à l'équité, ça revient à communiquer, pas penser, surtout pas penser, je crois, que tout va bien aller. Que tout va bien, je cherche le mot que je cherche, mais de ne pas assumer que les employés vont bien. Ne pas assumer que c'est facile ce qui se passe en ce moment. Ne pas assumer que, ben non, sont capables de le faire. Et de couper la conversation aussi, donc de ne pas faire de rencontres, on l'a dit tantôt, parce que c'est important d'être transparent, c'est important aux gens, surtout, de se laisser aller leurs émotions, s'ils en ont, d'emmener leurs préoccupations, et aussi de se parler entre eux aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens que veulent pas avec la pandémie, puis toutes les mesures qu'on a prises, là, les 2 mètres, des fois les dîners ne sont pas en même temps, etc. Les gens ont besoin de social, ils viennent aussi chercher le social au travail, donc de tout couper
couper à ce niveau-là. Je ne crois pas que c'est une bonne idée non plus. Mettez de l'humour, mettez de la joie malgré tout, même si c'est une tragédie qu'on vit, mais au contraire, là, je veux dire, ça peut être le moment de... Tant mieux si c'est chez vous, dans votre clinique, que les gens vont chercher le bonheur. Bon, ben, imaginez qu'est-ce que ça fait comme différence. Ben, je pense que c'est ça, d'avoir... faut vraiment tourner la situation, en fait, la contrer. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire versus sombrer dans à quel point que c'est lourd. OK, excellent. Isabelle, est-ce que tu peux juste descendre ton écran parce qu'on a commencé à te voir très terrible. Je réfléchis au fil de la journée. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'il ne faut pas faire, Julie? Honnêtement, ça englobe bien tout ce qu'Isabelle vient de dire. J'aurais pas, ça ne me vient pas en tête, en tout cas. Excellent. Puis, quels sont les aspects légaux à tenir en compte dans le contexte actuel? Bien, ce qui est surtout important de savoir, c'est que dans un contexte actuel, bien, premièrement, c'est totalement exceptionnel. J'ai beaucoup de questions. Là. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, pas le droit de faire ça? C'est que là, on n'est plus juste dans la loi au sens pur, mais on est vraiment dans le gros bon sens, dans la bonne foi aussi de part et d'autre. Et il y a très peu de jurisprudence au niveau de ce genre de situation totalement exceptionnelle. Ce que j'aimerais quand même mentionner, comme je l'ai mentionné à plusieurs, là, c'est n'oubliez pas que quand même l'employé a le droit à 10 jours d'absence pour personnel, en fait, là, pour obligation personnelle. Bon, une des questions que je me fais poser, alors plus que 10 jours à 11 jours, je congédie. Mais encore une fois, je vais ramener à la jurisprudence et à la bonne foi aussi dans tout ça. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est vraiment le genre de gestion que vous aimeriez apporter? Je ne suis pas certaine. Puis pensez aussi aux impacts que cela a sur les autres employés qui demeurent et qui peut-être sont amis avec cette personne-là. Si vous avez l'air d'un gestionnaire sans cœur, ben, ça risque de ne pas vous amener beaucoup de positifs. Le droit de refus, bon, ça m'a été posé. C'est sûr que généralement, bon, quelqu'un qui pense que c'est pas que la clinique n'a pas mis tout en ordre, là, selon l'ordre qui a été selon le document qu'on a reçu de l'ordre et tout ça, pourrait demander qu'un inspecteur vienne. Bon, est-ce que ça arrive? Je ne l'ai pas encore vécu dans les cliniques, parce que généralement, ils se sont bien équipés. Ils ont été bien soutenus par l'ordre aussi, qui a fourni des documents. Nous-mêmes aussi, on en a fait qui résumaient puis qui donnaient des idées Généralement, ça va bien. Sinon, au niveau d'un employé qui doit s'absenter pour quarantaine, est-ce qu'on doit rémunérer? En fait, non. Au niveau de la loi, au départ, là, la CNSST se positionnait pas trop là-dessus, ne savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire parce que généralement, quand c'est à la demande de l'employeur, mais finalement, ils ont vraiment statué dans ce contexte totalement exceptionnel que non, l'employeur n'aurait pas nécessairement à rémunérer un employé qui allait être en quarantaine. Retrait préventif aussi, on a énormément de questions là-dessus. Beaucoup de docteurs ont, encore une fois, ça va avec le médecin aussi, hein, l'avis du médecin. Les études n'ont pas été concluantes au niveau de la transmission au fœtus. Donc, mais par contre, on a quand même vu beaucoup de médecins le retirer immédiatement, l'employé, à moins qu'on mette des mesures particulières. On a vu certaines cliniques qui ont mis des mesures comme donner un bureau fermé à part et tout expliquer ces mesures. On a fait des documents aussi pour les médecins expliquant toutes les mesures qu'on allait prendre et que ça a bien fonctionné. Les employés étaient contents de pouvoir rester au travail. Donc, il y a beaucoup de choses quand même qui sont à prendre en considération. Puis surtout de faire attention, de ne pas aussi profiter de la situation là, pour ne pas ramener, mais réellement avoir besoin pour faire une espèce de congédiement déguisé, mais après ça, réembaucher quelqu'un d'autre. Bien, ça aussi, il y a des plaintes qui pourraient être portées. Faites attention à vos pratiques quand même, là, malgré tout. Là, c'est une situation qui est exceptionnelle, mais qui est difficile pour tout le monde. Donc, de ne pas prendre des décisions impulsives définitivement. Excellent. Excellent. Encore là, je demande vraiment de
de nous envoyer soit des j'aime, aimer, des thumbs up ou partager vraiment ce live. Aussi commenter et poser vos questions dans la section commentaires. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. J'ai ici M. Roger Leduc qui dit « Une recherche des employeurs de choix, une importance capitale via les avantages sociaux. » C'est une question, excusez-moi. Oui, mais c'est plus un commentaire. En fait, c'est plus que, si je comprends bien, c'est que les employés cherchent vraiment les avantages sociaux que les employeurs vraiment offrent. Donc, c'est vraiment intéressant d'offrir aussi les avantages sociaux pour aller attirer un petit peu plus... C'est sûr que, oui. Puis, n'oubliez pas néanmoins que les avantages sociaux font partie de j'ai vraiment tout plein de trucs à dire là-dessus. Là. En fait, et par expérience, c'est vrai que les employés cherchent effectivement les avantages sociaux. Par expérience aussi, et on le voit lorsqu'on se promène sur les Facebook et tout ça, les gens se comparent uniquement sur leur taux salarial. C'est très rare que je vais voir une question, c'est combien vous gagnez, incluant vos avantages sociaux convertis dans votre taux salarial. Ça va être combien tu gagnes de l'heure sur ton chèque de paye. Donc, c'est le pourquoi que j'encourage quand même de mettre, tant qu'à mettre une enveloppe budgétaire, de le mettre beaucoup dans le salaire parce que les gens se comparent malheureusement beaucoup avec ça. Bon, j'étais encore descendue. C'est mon âge, probablement. On vieillit. Non, c'est bon, on te voit bien maintenant. OK, c'est bon. Donc, effectivement, c'est un peu mon expérience, en fait, avec les salaires. C'est que quand on donne beaucoup à côté pour le vivre dans plusieurs cliniques où est-ce que les gens se sentaient peu rémunérés, puis tout d'un coup, quand on incluait tous les avantages sociaux, qu'on les convertissait en salaire, les gens ne se rendaient pas compte de tout ce qu'il y avait à côté, les bonus, les assurances, les journées de plus payées de maladie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut donner. J'ai même une clinique qui paye les dîners, tout ça. Mais au bout de la ligne, là, c'est plusieurs milliers de dollars que la personne ne se rend pas compte d'avoir à la fin de l'année. Donc, oui, avantages sociaux, mais je ferai peut-être attention auxquels. Par contre, j'aimerais quand même ajouter qu'il y a quand même des avantages sociaux qui ne sont pas nécessairement tellement coûteux pour l'employeur, mais qui peuvent définitivement l'aider. Je parle entre autres des médecines télévisuelles. Il y a quelques compagnies de médecine télévisuelle qui feraient en sorte justement qu'au lieu d'aller attendre à la clinique pendant toute une journée, bien, que c'est un service qui est extrêmement rapide pour l'avoir vécu moi-même, qui peut faire en sorte que vos employés, bien, si la petite est malade ou quoi que ce soit, peuvent avoir un rendez-vous très rapidement au lieu d'aller attendre à la clinique. Et ça peut même vous aider vous-même et l'aider elle à pouvoir avoir des services très rapides et pouvoir même rentrer au travail, mais elle aussi, ça l'aide de... Il n'y a pas grand monde qui aime ça, aller attendre à la clinique, là, on s'entend. Là. Fait que ça, c'est une des choses. Des PAE aussi qui ne coûtent pas très cher pour l'employeur et qui fait en sorte que peut-être notre personnel peut être plus disponible aussi à être, tu sais, lorsqu'on a des problèmes psychologiques, on a une séparation, on vit des défis particuliers, ça se sent dans les cliniques. J'ai une clinique, à un moment donné, il y en a 3 qui ont eu des séparations en même temps, ça allait vraiment pas bien. Là. Donc, et avoir un PAE aurait permis à ces gens-là de pouvoir se faire du bien, libérer ce qu'ils ont à faire, à dire, puis libérer leurs émotions, peut-être voir des trucs, des astuces pour aller un petit peu mieux et pouvoir en plus, j'aime bien les méthodes gagnant-gagnant, tant qu'à donner des avantages sociaux, j'aime bien que ce soit gagnant-gagnant, puis tant mieux, tout le monde en bénéficie. C'est mon, c'est ça, c'est ce que moi, personnellement, je privilégie lorsque je vais dans les cliniques, mais effectivement, je pense qu'on c'est-tu du salaire, c'est-tu des avantages sociaux, c'est-tu autre chose? On peut aller à plusieurs choses, mais par expérience, les gens, malgré tout, ne vont pas nécessairement accepter une clinique juste par rapport aux avantages sociaux. Souvent, ils vont regarder le salaire d'abord et avant tout. Mais ce que tu viens de dire, Isabelle, ça m'amène à t'amener vraiment à un cas que voir avec toi comment un dirigeant d'une clinique dentaire doit fonctionner ou comment il doit prendre sa décision si, après une entrevue très intéressante avec un employé ou une employée potentielle, là, il trouve vraiment à l'entrevue que la personne peut fitter dans son équipe, sauf que cette personne-là arrive avec un gros salaire. Mais ce salaire-là, ça ne représente pas les salaires de son équipe existante. Ouais. Alors, vraiment, comment
puis il ne veut pas rater la chance de l'avoir. C'est quoi vraiment, comment il peut vraiment gérer cette situation-là pour l'embaucher? C'est sûr, je vais être un peu plate dans ma réponse, sûrement. Puis peut-être que vous allez me dire, ouais, mais vous n'allez pas vivre le vide d'avoir une colonne. Mais pensez quand même, je suis tellement pro-équité là, dans la vie, là, et par aussi, encore une fois, expérience, là, quand on est une équité, les salaires, là, ça se sait. C'est pas vrai que ça se sait pas. La plupart des cliniques, même quand ils pensent que ça se sait pas, ça se sait quand même. Donc, n'oubliez jamais cet aspect-là. Alors, êtes-vous prêt à justifier que cette personne-là méritait ça et à justifier à votre employé, toi, tu ne le méritais pas? Non, malheureusement, définitivement, je n'entrais pas là-dedans. Et même si par pur hasard et merveilleux circonstances, la personne ne le disait pas, puis que c'est aussi comment on se sent avec tout ça, là, je pense. Là, je ne suis pas sûre qu'on se sent bien en faisant de l'iniquité comme ça. Puis en plus, en faisant de l'iniquité comme ça, ben, non seulement les gens vont être fâchés, mais en plus, ils vont tous faire la file pour avoir ce même salaire-là ou avoir le même type d'augmentation en se comparant aux années d'expérience qu'ils ont, puis des compétences. Et en plus, vous allez totalement briser le lien de confiance avec vos employés parce qu'à ce moment-là, ils vont découvrir que vous ne respectez pas les années d'expérience qu'ils ont avec vous, toute la loyauté qu'ils ont développée avec vous. Définitivement, je n'entrerai pas dans cette négociation-là. Cependant, j'aimerais quand même emmener un cependant parce que pourquoi ne pas vanter toutes les autres belles choses que vous avez, là? Misez sur la belle atmosphère, si c'est le cas. Misez à quel point que les gens s'entraident. Misez à quel point que vous êtes organisés. Misez à quel point que vous les aimez, que vous faites des activités sociales, que tout le monde se voit, que tout le monde s'apprécie, que vous faites des 5 à 7 ou n'importe quoi. Ça, là, ça aussi, c'est recherché par les employés. C'est vrai que il y a des gens qui vont beaucoup viser le salaire, mais c'est pas vrai que c'est juste ça que les gens recherchent dans la vie, un salaire. Souvent, les gens vont chercher un très, très haut salaire. Les cliniques où est-ce que je vois qu'il y a un plus haut salaire, c'est souvent parce qu'ils sont prêts à endurer le mauvais climat, endurer le dentiste que j'aime pas, endurer la clientèle que j'aime pas avec un énorme salaire. Autrement, c'est sûr que je m'en vais. Et c'est là qu'ils sont prêts à donner un haut salaire. Et toutes les bonnes cliniques que j'ai vues, là, que peut-être une personne est partie pour $1 ou 2 de plus, là, la plupart ont reconnu à la porte disant « Oh my God, OK, là, je vois pourquoi que l'autre m'offrait plus. » Donc, personnellement, je n'embarquerai pas là-dedans, mais définitivement, j'essaierai de faire en sorte que j'ai le plus bel environnement de travail et le plus belle atmosphère. Je parlerai avec mes gens, puis tout ça pour amener une autre, pour faire en sorte que les gens ne veulent pas aller travailler chez vous à cause du salaire. Ils veulent aller travailler chez vous parce qu'ils savent à quel point que c'est extraordinaire, on se fait bien traiter, on se fait reconnaître. Hey, juste des merci, là, à quel point que nos diagnostics organisationnels qu'on fait du climat de travail, là, à quel point les points qui sortent, là, c'est souvent la reconnaissance et ils ne parlent pas juste de la reconnaissance monétaire. Là. Ils parlent des merci. On ne se le dira jamais assez souvent et on ne le fera jamais assez. L'humain a tendance à plus entendre la critique parce que, bon, ça nous prend à cœur, on veut faire bien, on veut réussir, mais en réalité, la reconnaissance qui n'est pas la reconnaissance monétaire est encore plus appréciée très souvent. Définitivement, c'est très réconfortant vraiment quand ton patron arrive puis il va te faire une petite tape pour te dire merci beaucoup de rester avec moi, même si on a terminé notre horaire, mais tu as vraiment resté là pour accueillir le patient d'urgence. Fait que ça, c'est vraiment réconfortant. Puis on a besoin, les êtres humains, on a besoin, puis surtout dans notre domaine, on est peut-être 99% des femmes. Moi, je parle, oui, les employés, là, c'est quasiment toutes des femmes. Fait qu'on est vraiment des boules d'hormones. Fait qu'on a vraiment besoin de cette belle reconnaissance-là. Des fois, ça apaise beaucoup. Alors, j'ai vraiment ici, je vais lire ce qu'il nous a écrit Dr. Antonio Youssef. Il a dit « Beaucoup de dentistes ont une baisse de revenus considérable, mais moins que 30%. Alors, pas de subvention salariale du gouvernement. Comment les dentistes propriétaires vont pouvoir offrir des avantages sociaux, de meilleurs salaires, de meilleures heures d'ouverture sans perdre de la clientèle et aussi rester à l'écoute envers tout le monde car les dentistes sont humains aussi. » Vraiment, c'est une question. Oui, je pense que ça revient exactement à tout ce qu'on dit depuis le départ. Tu sais, c'est sûr,
j'avais l'impression de briser le party un peu en disant que c'est du donnant-donnant, puis en ce moment, malheureusement, tout le monde a ses difficultés, puis qu'effectivement, malgré, oui, effectivement, il y a eu certaines subventions, mais c'était pas tant que ça, le 40 000, puis avec toutes les dettes, les locaux, l'électricité qu'on devait continuer à payer, tout ça, j'ai tout fait mention de ça, puis effectivement, les employés aussi de leur côté, et je suis totalement d'accord que ce n'est pas une bonne période, ce n'est pas une période la plus joyeuse du monde, et c'est pourquoi je crois qu'on veut vraiment accentuer, Julie et moi, aujourd'hui, notre discours, à quel point que tout n'est pas monétaire dans la vie. Ayez des belles valeurs, soyez équitables, remerciez. Hey, c'est quoi d'amener un petit chocolat de je sais pas quoi, juste pour dire ça m'a fait penser à vous, j'étais à l'épicerie aujourd'hui, puis j'ai des bars ONRI, je ne sais pas, n'importe quoi. Ça n'a même pas besoin d'être grand de temps en temps pour juste faire une petite joie, d'emmener un ballon à chacun, sans nécessairement que ce soit toujours relié à la rémunération de salaire, sans que ce soit toujours relié non plus aux bénéfices d'une entreprise. Je crois qu'en ce moment, tout le monde doit juste donner du sien pour essayer de faire en sorte que la clinique soit agréable. Pour moi, c'est ça, écouter les employés aussi. C'est pas juste une question de salaire, là. C'est une question que je pense que peut-être que quand ils veulent plus, le message n'est pas juste une question de rémunération. OK. Je vais te poser une autre question. C'est un autre cas. À la suite de la crise, à la suite de la crise, j'ai comblé un poste au sein de mon équipe avec une candidate qui possède quelques années d'expérience dans le domaine. Ça, c'est un dentiste qui m'a posé cette question-là. Il a dit, j'ai embauché quelqu'un, puis j'ai vraiment accepté son haut salaire. Elle a vraiment le plus haut salaire de ses semblables dans la clinique. Mais c'est la personne qui fait le plus d'erreurs, comme elle livre pas vraiment le travail comme il faut. Que dois-je faire? Oui. Bien, c'est pas la première fois que ça arrive, en fait, hein, peu importe ce qu'il y en est. Parce que je ne te cache pas, lui, il m'a dit, Amal, elle m'a demandé ce salaire-là, j'ai vu qu'elle avait de l'expérience. Pour moi, c'est parfait, d'accord. Je vais accepter ce qu'elle me demande parce qu'on a la pénurie, mais j'ai aussi l'expérience qui rentre en compte. Mais elle ne livre pas vraiment le travail. Avant de répondre, ce que ça me fait quand même réfléchir, c'est ne négligez pas vos entrevues. Et c'est pas parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qu'il faut absolument embaucher n'importe qui sans y avoir fait peut-être des essais, sans avoir posé des bonnes questions. Des bonnes entrevues, là, c'est au moins 30 minutes pour l'entrevue téléphonique, puis au moins 1 heure pour des entrevues en personne. Ça va probablement qu'il y a la moitié de l'auditoire qui est tombée en bas de sa chaise, là. Mais sincèrement, là, pensez à tous les coûts d'investissement que vous allez mettre ensuite dans la formation, dans l'ébranler les employés qui vont dire une nouvelle personne, elle va-tu bien s'intégrer, des erreurs qu'elle va faire parce qu'il va falloir qu'elle apprenne vos processus, même si elle est très, très bonne. Sincèrement, en ce moment, là, je vous dirais, si vous n'êtes pas pour faire le processus au complet comme il faut, faites-le pas du tout. Parce que vaut mieux parfois avoir 1 semaine de plus, peut-être 2 semaines, sans avoir personne dans cette colonne-là, plutôt que d'embaucher quelqu'un que les gens vont peut-être même avoir su son salaire à cette personne-là, parce que comme j'ai dit, tout le monde, c'est les salaires de tout le monde. Et si je vous disais à quel point que la plupart du temps, là, ces informations-là sur le salaire se font demander par la formatrice à la personne qu'elle embauche, puis l'embaucher se sent un peu mal parce qu'elle n'est pas nécessairement en situation d'autorité, donc va dire le salaire, et là, tout le monde le sait. Donc, tout le monde voit qu'on a embauché quelqu'un qui fait plein d'erreurs, et qui a un salaire super haut. C'est super négatif. Et même si, disons, il n'avait pas su son salaire, juste le fait d'embaucher quelqu'un, finalement, que ça en va, juste le taux de roulement, l'effet de coudon, savez-vous qu'est-ce que vous faites? Ça fait comme 3 personnes qui rentrent, qui s'en vont. Et d'ailleurs, j'ai même, souvent dans mes entrevues, je me pose la question aux gens, que connais-tu de la clinique? C'est quoi la réputation dans le quartier de la clinique, selon toi? Puis quand on me dit, ouais, ici, j'ai l'impression que ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a un haut taux de roulement. Mais pensez à ça. Ce que ça donne comme image de votre clinique, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là qui ne va pas très bien.
finalement, c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être juste que vous n'avez pas bien sélectionné vos gens. Vous n'avez pas fait l'entrevue comme il faut. Vous n'avez pas posé toutes les questions possibles et imaginables. Vous ne l'avez pas mis en situation. Vous n'y avez pas fait une période d'essai. Mais juste de faire vos devoirs comme il faut vont peut-être éviter une telle situation. OK, c'était ma parenthèse avant de répondre à la question. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Ben, j'ai quand même plusieurs questions. Là. Quelqu'un m'appellerait avec ça. Ben, la première question, je lui demanderais, OK, c'est quoi les types d'erreurs? C'est-tu grave, c'est-tu pas grave? Mais aussi, lui as-tu montré? Elle a-tu une formation ou est arrivée? C'est-tu des erreurs parce que c'est un protocole que vous faites différent des autres ou c'est vraiment des erreurs de base de base du métier? Puis les attentes sont-elles connues? Il y a tout ça que je regarderais quand même. L'avez-vous lancé dans le poste puis qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire puis comment vous aimeriez qu'elle le fasse? Si la réponse à tout ça est que oui, on lui a donné une formation pendant 2 semaines, elle a eu un plan de formation, journée 1, elle voyait ça, journée 2, elle voyait ça, on a des protocoles totalement bien écrits, éclairés, etc. Chose que vous devriez tous avoir parce que l'apprenant apprend beaucoup mieux et est beaucoup plus effectif rapidement parce qu'on parle souvent de chiffres et d'efficacité, ben, c'est le temps de le faire. Bon, si la réponse à tout ça est oui, là, tout a été fait comme il faut, mais en fait, vos obligations ne sont pas nécessairement de la garder non plus, là. Quand ça fait si peu longtemps que la personne est là, puis ça ne fonctionne déjà pas, est-ce qu'on veut continuer à perdre notre temps? Mais n'oubliez pas quand même de peut-être repenser à votre processus d'embauche parce que tout l'effort que vous y mettez ou pas, mais tout le coût que ça coûte, ça c'est évident, ben, et tout l'impact que ça fait sur le climat de travail peut être pas tellement positif. Parfait. Très bonne réponse. Merci beaucoup, Isabelle. J'ai un autre cas aussi que j'aimerais ça te présenter. J'ai un employé, là, comme un employé clé, là, c'est comme il est important dans mon équipe et je ne peux pas augmenter le salaire annuellement d'une façon démesurée. Avez-vous des façons ou des méthodes de récompense qui pourront être prises en considération pour préserver mon employé? C'est sûr qu'on a parlé beaucoup de toutes les récompenses monétaires et non monétaires, donc ça revient un peu à ces sujets-là. C'est sûr qu'il y a moyen de faire de la reconnaissance pécuniaire, donc avec de l'argent. Tu sais, on voit dans certaines cliniques des gestionnaires ou des propriétaires qui ont un budget discrétionnaire par employé d'environ 50 $ par année. Puis quand l'employé va faire quelque chose de remarquable ou un bon coup, la personne va y acheter un cadeau, va le reconnaître d'une façon personnalisée. Donc ça peut être intéressant. Mais c'est certain que ça peut créer des conflits parce que ça peut faire en sorte qu'on ne va pas reconnaître de façon égale, acheter le même cadeau. Il peut y avoir de la jalousie. Il y en a qui peuvent ne pas avoir leur cadeau. Fait que, bref, c'est la reconnaissance pécuniaire, donc avec de l'argent, oui, c'est quelque chose qui existe, mais il faut quand même être prudent avec ça parce que ça peut quand même brimer le climat de travail. Il y en a toujours qui vont se sentir à part. Fait que oui, on va mobiliser des gens, nos employés étoiles, mais en contrepartie, on risque de démobiliser certaines personnes qu'on va moins reconnaître ou moins souligner. Fait que ça risque de vexer des gens en contrepartie. On voit aussi dans les cliniques quelque chose qui est intéressant, de faire des lunch and learn. Donc, de fermer la clinique pour 2 heures, de faire venir un formateur ou avoir une formation, de payer le lunch. Donc, ça, c'est super intéressant parce que c'est de la formation en lien avec le travail. Tout le monde est ensemble, ça fait du team building, puis on paye le lunch à tout le monde. Donc, il y a toutes sortes de formules qui existent comme ça aussi, faire des rencontres spéciales, trimestrielles, faire venir des conférenciers, faire des choses que tout le monde de la clinique peut en bénéficier. Ça peut être quelque chose d'intéressant, donc personne ne se sent à part à ce moment-là. Mais tu sais, il ne faut jamais sous-estimer l'effet de la reconnaissance qui est non pécuniaire. Donc, la reconnaissance, c'est trouver des façons de souligner les bons coups des employés. Puis tantôt, on parlait de la reconnaissance, puis on disait, tu sais, les dentistes aussi sont humains. Donc, c'est important aussi de se reconnaître entre employés, mais aussi comme employé, de reconnaître son patron, puis de le dire si on trouve qu'il a fait un bon coup. C'est des choses parfois qu'on oublie, puis que par défaut, on pense que la reconnaissance, c'est de patron à employé. Mais non, ça se fait dans tous les sens, la reconnaissance. Donc, tu sais, ça peut être un mur de post-it, puis quand il y a un bon coup, ben, on l'écrit sur un post-it. Il faut être créatif, il faut trouver des idées originales que les employés vont embarquer, vont aimer ça, vont trouver ça drôle. Il faut que ce soit léger aussi en même temps. Puis aussi, ce qu'on voit, ce qui fonctionne le plus, c'est tout simplement de façon informelle, de dire juste merci ou de faire un petit commentaire, bon travail, hey, ça l'a bien été aujourd'hui, tu sais.
ça peut être tout simple, mais vraiment, souvent, c'est ça qui va mieux fonctionner de faire de la reconnaissance au quotidien. C'est ça ce qu'il a dit, docteur Antonio Youssef. Il a dit à mon assistante, je dis merci pour chaque instrument qu'elle me donne. Et elle est tellement gentille qu'elle me dit de rien à chaque fois. Ce qui fait parfois rire mes patients, même à travers leur digue. Oh, c'est bien mignon, ça. C'est fun. Tant mieux. Oui. Alors, j'ai ici notre présidente de la Fédération, Mélanie Dubreuil. Elle a dit notre dernière assistante dentaire était partie pour une meilleure paye. Et elle n'a pas tenu le coup là-bas, malheureusement. Même pour nous, les employés, une entrevue est importante pour connaître son milieu, environnement de travail est important. Donc, ça, c'est le témoignage de Mélanie Dubreuil. Puis là, j'ai Dr Antonio Youssef, il dit c'est important de dire toujours merci. Alors, j'ai aussi M. Roger Leduc qui nous parle des avantages sociaux. Une discussion importante à tenir à votre comptable via la rentabilité entreprise et la rentabilité du capital humain. Du capital humain, c'est ça. Donc, il nous parle vraiment des avantages sociaux et des assurances, tu sais, comme pour sécuriser un petit peu probablement les employés là, pour leurs avantages sociaux. Parce que là, maintenant, tout le monde parle des avantages sociaux. Je ne vous cache pas, dans notre région ici, c'est une région, il y a beaucoup de bureaux du gouvernement. Puis le gouvernement, quand c'est le temps d'embaucher, là, je vous dis qu'il va aller chercher beaucoup de compétences de notre domaine, des secrétaires, des hygiénistes, des assistants dentaires. Puis les cliniques dentaires ne sont pas capables de compétitionner le gouvernement. Puis quand je pose la question, le pourquoi vous avez fait le move, bien, ça revient toujours le salaire, les avantages sociaux, puis le fonds de pension. Donc, c'est vraiment ça que j'ai comme commentaire. Fait que je dis, le dentiste ou le propriétaire de la clinique, il ne peut pas compétitionner vraiment le gouvernement. Et ça, c'est très difficile, très difficile. Puis effectivement, je suppose que le commentaire voulait dire qu'effectivement, une clinique qui aimerait mettre un avantage social, de parler à son comptable parce que ça va coûter cher pour eux. Parce que veut pas, oubliez pas quand même que ça fait partie de votre masse salariale. Là. Donc, une masse salariale normale pour une clinique dentaire, c'est sûr que ça a beaucoup bougé là, avec la COVID. J'ai peur de me compromettre, là, mais on pourrait penser à peu près, là, tout dépendant de la grosseur de la clinique aussi, mais de 27 à 32-33, c'est des bonnes masses salariales. Donc, c'est sûr que plus que vous donnez de la masse salariale, mais plus que vous avez des coûts. Donc, c'est ça quand même qu'il y a à prendre en considération. Et oui, avantages sociaux, on peut parler de n'importe quel avantage, que ce soit n'importe quelle facette de la rémunération globale, mais tout revient quand même à la rémunération globale en tout et partout. Avantages sociaux pour une clinique, pour l'avoir vu pour plusieurs, il y en a beaucoup qui l'ont mis en place et qui l'ont retiré parce que les coûts sont totalement exorbitants. N'oubliez pas que pour le coût de l'avantage sociaux, c'est que vous payez tout ce qui est utilisé en plus de 30 % administratif pour la compagnie d'assurance qui gère votre plan. Là. Donc, ça fait que, à la limite, si vous le faisiez vous-même, puis vous mettiez tout l'argent dans une commune, puis OK, tu veux aller, toi, au physio, tiens, voici, tu sais, je veux dire, ça ressemble un peu à ça, là, mais c'est pas de la magie, là, souvent, les gens qui décident d'avoir un plan d'assurance, là, ils croient que ça va être de la magie, puis que le montant qui est présenté, ça va être ça tout le temps. Non, c'est pas vrai, vous allez payer ce que vous utilisez en plus de 30 %. Il faut juste le savoir. Donc, tant qu'à faire, peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait donner si jamais c'est le cas et la volonté. Et c'est la même chose même pour les plans où est-ce que c'était pas l'employeur qui payait à 100 %, mais même les employés aussi payaient une portion. La plupart étaient très déçus du plan et voulaient que ça disparaisse parce que eux, ça coûtait trop cher selon leur utilisation. Parfois, c'est juste une personne dans la clinique qui va utiliser et tout le monde va payer. Donc, c'est dangereux. C'est très dangereux, les régimes d'assurance collective. Mais il y a d'autres choses peut-être qu'on peut regarder autour, effectivement. J'ai un commentaire de Véro Parizeau qui dit « Le problème avec les assurances est que certains employés ont des assurances avec leurs conjoints et ne bénéficieront pas de cet avantage et le voudraient sous forme monétaire. » Oui, j'ai vu ça aussi. C'est totalement vrai. C'est pas nécessairement… Quand on me demande qu'est-ce que j'en pense,
Je ne suis pas la fervente de ça. Par contre, si vous pouvez donner en salaire à la place ou l'emmener autrement, le budget de rémunération globale que vous aimeriez donner, c'est peut-être une plus grande, une meilleure solution. Excellent. Ben, avant de poser une dernière question, j'aimerais encore voir vraiment les j'aime. Est-ce que vous aimez notre discussion? J'aimerais ça voir les pouces passer. Et j'aimerais ça aussi que vous partagez cette belle entrevue. Je trouve ça tellement intéressant ce qu'on a dit. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec tout ce qu'on dit? Là, on a vraiment, on arrive vers la fin. J'ai une dernière question pour vous deux. Vous pouvez vraiment répondre, Isabelle et Julie. Comment un gestionnaire ou un dentiste doit gérer une situation qu'un employé passe des entrevues ailleurs, il magasine le salaire ailleurs et ensuite il arrive et il demande à son employeur d'accoter le salaire? Je pense qu'il y a plusieurs dentistes qui ont déjà vécu ça ou plusieurs gestionnaires qui ont déjà vécu ça. Donc, comment ils doivent gérer cette situation-là? C'est très difficile, mais en même temps, ça revient quand même un petit peu à tantôt ce que je disais, tu sais, par rapport à... En fait, c'est presque la même affaire que l'employé, que le candidat qui applique chez vous avec un haut salaire. Bien, la personne qui a été voir ailleurs et revient avec un plus haut salaire, ce que j'aimerais quand même surtout souligner, là, c'est que si la personne a été jusqu'à aller voir ailleurs, définitivement, elle n'est pas bien chez vous. Si ce n'est pas maintenant qu'elle va partir, c'est peut-être plus tard. Pour l'avoir vu, là, et même les gens que des fois, ils ont, oui, c'est beau, ils ont tempéré, ils ont donné le salaire, là, finalement, dans pas longtemps après, la personne partait quand même. Donc, c'était pas le salaire qui l'inquiétait le plus. Mais surtout aussi, je ne suis pas fervente des chantages ou des iniquités ou des... Tu sais, si vous avez une politique salaire, que c'est à chaque telle date que vous les revoyez, vous assurez la personne que oui, vous allez les revoir à telle date, inquiétez-vous pas, mais je dois garder l'équité. C'est une valeur que vous avez, c'est une valeur qui est totalement noble et il n'y a pas personne qui peut être contre l'équité et qui peut être contre justement de faire les choses correctement. Et imaginez si oui, vous obtempérez à donner ce montant-là, ben ça sera pas long. Ça aussi que ça va se savoir et il y aura aussi une file à votre bureau le lendemain matin et vous allez nous appeler parce que ça va pas bien et que vous savez plus quoi faire. Fait que mais ceci dit, ça veut pas dire qu'on peut pas se demander si on est correctement placé dans le marché des salaires, là. Ça se peut qu'elle ait raison finalement puis que tous vos salaires soient plus bas. On l'a vu dernièrement dans une clinique. On en était dans une clinique là, la semaine passée, puis c'est un peu ça qui s'est passé. En fait, il y a eu des départs, il y en a eu 3. En plus, il y a une personne qui est revenue avec un salaire plus haut que l'autre y offrait. Tout ça, donc il y avait comme il y avait comme une crise pour finalement se rendre compte qu'effectivement, tous les salaires étaient un petit peu trop bas pour la région. Ça aussi, c'est important de le savoir, là, si c'est le cas. On veut être à peu près dans le marché, là, parce que sinon... faut être bien, bien gentil, bien, bien beau là, pour que la personne reste. Là. Donc, mais c'est sûr que je n'embarquerai pas nécessairement là-dedans, à moins qu'il y ait eu vraiment un écart. Puis même s'il y a eu un écart, même pour ceux que j'ai vus là, qui avaient vraiment été à côté ce salaire-là, là, pour l'avoir discuté avec un employé, il s'est demandé, Colin, ça fait combien de temps que la personne que je me fais avoir, puis que j'aurais pu avoir ce salaire-là, puis que finalement, il ne me l'a pas donné. Fait que bref, dans tous les cas, il n'y a rien de positif. Fait que c'est malheureux, mais c'est sûr que si la personne elle va jusqu'à faire une entrevue, je me questionnerais beaucoup sur sa mobilisation à la clinique. C'est vraiment très, très, très intéressant notre discussion. Puis je vois qu'on peut continuer à une autre heure pour parler de tout ça, mais là, on est arrivé vraiment vers la fin. J'aimerais ça vous laisser vous dire un dernier mot. À vous, Julie, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire pour finir notre discussion? Non, c'était bien dit. J'ai rien à ajouter, à part que peut-être si les gens ils ont des questions et qu'ils souhaitent avoir des réponses malgré le fait que là, c'est terminé, ce qu'on peut faire, moi et Isabelle, c'est aller mettre nos coordonnées là, dans peut-être les commentaires du Facebook Live. Donc, si les gens ils ont des questions, vraiment, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Excellent. Mais, si je peux rajouter, c'est que si on veut accompagner un gestionnaire ou un dentiste dans des processus comme ça, dans des problématiques comme ça, ils peuvent vraiment vous consulter et vous allez être les meilleurs conseillers.
Oui, ça va nous faire grand plaisir. Puis c'était un grand plaisir d'être là aujourd'hui. On est super content d'avoir eu l'invitation. C'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures parce qu'on est vraiment très passionnés aussi de ce sujet-là et de comparer, de voir qu'est-ce qui se fait et tout ça. Mais surtout, je pense que le mot de la fin, c'est de, on le dira jamais assez, là, mais lâchez pas, là, on est encore dans la situation où est-ce que c'est pas facile, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Exactement. Ben, merci beaucoup, beaucoup à vous deux. Vraiment très intéressant. Merci d'avoir accepté mon invitation. Puis, je peux vous dire au revoir parce que j'aimerais ça de vous réinviter une autre fois pour qu'on discute davantage sur d'autres sujets. Fait que, Oui, merci beaucoup. Ça va nous faire plaisir. Merci, puis je vous souhaite une belle soirée. Merci Amal. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous ont commenté, qui ont posé leurs questions. J'espère que l'entrevue vous a plu. Alors, je vais vraiment continuer les Facebook Live, rester vraiment à l'affût de notre page Facebook. Et n'oubliez pas qu'on a aussi des entrevues, des Instagram Live aussi, là, avec des sujets beaucoup plus légers. Fait que je vous invite aussi à aimer la page Instagram de l'Agence dentaire de l'Outaouais pour d'autres Instagram Live. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle soirée. Bye bye. Je pense qu'on a quitté. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Ben, écoute, ça a été. Je veux juste m'assurer qu'on a quitté. Oui, bien sûr. Quitter la réunion, mettre fin à la réunion. Je pense qu'on a quitté le live, mais là, on n'a pas quitté la salle parce que je ne veux pas qu'on quitte la salle. Non, il n'y a pas de problème. Parce que là, il y a un délai avec le Facebook. Je vais juste, parce qu'on est encore sur Facebook, là. OK, d'accord. C'est bon. Ouais, en regardant en direct. Mais là, c'est ça. Je pense qu'on est encore live. Oui, on est encore en ligne. Fait que je vais quitter la réunion. On quitte? Non, on ne quitte pas. On va juste... OK.